Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et ça y est, on arrive au bout de notre bilan de l'année 2025 avec cette fois le top des séries. Et je m'estime quand même assez heureux parce que je trouve qu'on n'a pas manqué de qualité avec vraiment de bons contenus, voire même très bons. Et donc bien sûr je commencerai, comme vous le savez, ma vidéo par dans un premier temps les recommandations, donc voilà les séries que je ne mettrai pas dans le top mais qui en étaient quand même pas très loin. Puis les tops, donc les meilleurs des meilleurs, monsieur, avec mention, pour ceux qui ont la ref. Alors évidemment, piqûre de rappel, ce n'est que mon top, tout comme la vidéo des flops ne représente que mon avis. Voilà, si vous avez des séries qui figurent dans l'un des classements opposés au mien, c'est pas grave, voilà, vous avez le droit de détester un truc que j'ai aimé, ou inversement. Alors hélas, je ne pourrais pas évoquer ici quelques programmes que je n'ai pas eu le temps de voir, même si j'envisage effectivement de les rattraper dès que possible, comme Paradise, Chat Powers ou encore Adolescence. Et puis c'est pareil, j'ai pas eu le temps de finir la saison 3 de Fondation non plus, pour savoir si elle méritait effectivement sa place ou non, donc toutes mes excuses. Et donc dans les mentions honorables, je vais inclure pour le compte de Netflix, Monstre, l'histoire de Ed Gein. Donc bon, j'en avais fait la review et j'avais été globalement très satisfait de la proposition. Revenons un peu plus sur l'esprit monstre de la saison 1 sur Jeffrey Dahmer, quand la saison 2 justement s'en écartait un petit peu, voilà, où les frères Menendez avaient plus un côté monstre sur le plan moral. Ici, on revient donc aux bases avec un programme qui semble donc pas le monsieur propre, c'est clair. Et ce qui m'avait particulièrement conquis, c'était la manière dont la série appuyé sur le fait que le cinéma s'était énormément inspiré de Ed Gein. Voilà, pour l'amateur de 7e art, effectivement c'est du pain béni quoi. Mais la force est résidée essentiellement dans l'influence de la femme sur le personnage, dans son conditionnement, surtout sa mère. Bon hélas avec le recul, je trouvais que la série romançait trop, voilà, à seule fin de rendre le tout plus chargé sur une série de 8 épisodes d'1 heure. Donc trop de rajouts ça et là, qui étaient un peu trop perceptibles, et puis surtout une fin qui, un peu comme pour la saison 1, faisait en sorte d'excuser le tueur et son œuvre. Après, esthétiquement, c'était hyper efficace et percutant. Et puis surtout, Charlie Hunnam, qui était littéralement habité par ce personnage horrible d'Ed Gein, voilà, à la limite du méconnaissable presque, quand on sait ce qu'il joue d'habitude. Autre programme que je place dans les recommandations, Bref 2. Donc bon, en même temps, voilà, c'est vous recommander un truc que de toute façon tout le monde a déjà vu, mais bon, je dois bien saluer l'audace d'avoir finalement franchi le pas d'une suite qui avait vraiment toutes les chances d'être casse-gueule, surtout dans un format qui n'avait plus grand-chose à voir avec celui de départ, et puis surtout quand en plus c'était extrêmement réclamé, quoi. Et puis l'audace d'en avoir fait un show quand même fidèle et super bien rythmé, qui garde autant l'esprit et la magie d'origine, avec évidemment donc tout le monde ou presque qui revient, plus tous ceux qui viennent passer une tête pour faire partie de l'événement. Mais le tour de force, c'est d'avoir su adapter l'histoire par rapport à l'âge des personnages, voilà, en montrant finalement leur évolution, mais aussi comme un reflet de ce que nous sommes, nous aussi. Voilà, et c'était franchement excellent, et si vous ne l'avez pas encore vu, sautez dessus. Bon, voilà qui est fait pour les mentions honorables. Maintenant, on passe au top avec, dans un premier temps, Dexter Résurrection. Alors, faut savoir que de base, j'aime bien Dexter, mais je cache pas que à la longue, je trouvais que ça tournait quand même un peu en rond, et que le mec, il échappait de se faire pincer de manière un peu trop facile, et les dernières saisons, elles m'avaient littéralement perdu. Et comme madame, à la maison, elle est à fond Dexter, quand elle a découvert cette nouvelle saison, il a fallu s'y coller. Et autant le dire, je partais pas très enthousiaste, et plus avec l'idée que là, on tire effectivement sur la longueur un truc qui était logiquement terminé. Et d'ailleurs, pas de la meilleure des manières. Et puis, quand j'ai entendu à droite à gauche que enfin ça relance vraiment bien le truc, j'ai dit bon, ok, on se lance. Et c'est vrai. L'idée est tout simplement excellente. Donc bon, sans surprise, on garde effectivement le ton initial de la série, ça là-dessus, on n'est pas dépaysé, mais c'est la manière de le faire revenir et de faire revenir certains personnages qui est plutôt bonne, du moins pour son fils, pour d'autres c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais le coup de poker
c'est le micmac dans lequel il va finir. C'est juste génial. Alors, je n'en dirai évidemment rien pour ceux qui ne l'ont pas encore vu cette saison, même si bon, il y a quand même 2-3 trucs un peu faciles là encore, mais bon, on est habitué avec Dexter, hein, ça fait un petit peu partie du package. Mais oui, c'est très fort, avec vraiment des personnages hauts en couleur, et d'ailleurs un casting de malade, hein, je veux dire, il y a David Dastmalchian, il y a Emma Thurman, il y a Peter Dinklage et j'en passe. Donc oui, j'ai vraiment pris mon panard. En termes de suspense, pareil, hein, ça marche nickel. Même si bon, la flic qui passe son temps à écouter du Bee Gees, là, c'était difficile de la cautionner tant elle est vraiment trop bizarre. Mais bon, globalement, c'est un très bon revival de la franchise, là où au contraire, j'avais vraiment peur qu'on épuise un peu plus un truc déjà essoufflé. En 9e position, j'inclus House of Guinness, donc le retour aux affaires sur Netflix de Steven Knight, hein, qui s'était un petit peu perdu chez Mickey à vouloir écrire un scénario de Star Wars 10, mais qu'il a vite compris dans quel merdier il avait mis les panards. Et là où on attendait notamment son retour, alors en particulier en film des Peaky Blinders, eh bien c'est d'abord à travers House of Guinness que ce retour s'opère. Donc série qui étrangement n'a pas rencontré le succès d'audience de son prédécesseur, même si on est vraiment sur de la production anglaise pur jus, avec une tonalité qui est quand même très très proche dans la mise en forme, hein, voilà. Excepté peut-être que c'est ici effectivement beaucoup plus clean et donc moins boueux. Alors House of Guinness qui, pour ceux qui l'ignorent, nous plonge pile après la mort de Benjamin Guinness, donc le célèbre brasseur irlandais, alors que le pays est en plein bordel, notamment via le conflit avec les Anglais ou même dans le pays directement. Et c'est là que le testament va rapidement foutre le merdier dans la famille pour venir compliquer davantage les choses et les enjeux autour de l'entreprise. Donc esthétiquement, rien à redire, l'intrigue est excellente, les personnages aussi, même si je cache pas, on est trop smart ici, voilà. Et ça manque un peu d'un esprit mauvais garçon, ça et là, qu'on aime, mais justement dans, par exemple, Peaky Blinders. Mais on reste sur un programme hyper intéressant malgré tout. En 8e place, on reste chez Netflix, parce que bon, de toute façon, on peut les détester autant qu'on veut, et notamment pour leur idéologie, ils ont toujours de quoi nous donner envie vraiment de rester chez eux avec du lourd. Et donc avec ici American Prival ou À l'aube de l'Amérique, donc série qui s'est un peu pointée comme une fleur en début d'année 2025, et alors, v'là le choc quoi. Donc effectivement, on est sur un programme qui sent le western, mais pas le plus clément, hein. Donc si vous voulez avoir mon avis complet, effectivement il est dispo sur ma chaîne. Mais en bref, bon, on plonge effectivement dans le climat de la conquête de l'Ouest en 1957, donc à une époque où toutes les communautés entrent en guerre pour le contrôle des territoires, afin notamment de suivre ici une femme et son gosse qui tentent d'échapper à un groupe, donc à cause de son passé, et donc on tombe littéralement dans une traque acharnée sans foi ni loi, où dire que la vie est dure à cette époque, c'est un doux euphémisme. Donc c'est sanglant, c'est sale, et d'ailleurs j'avais souvenir d'avoir titré ma miniature de la vidéo par le simple adjectif viscéral, et c'est ce qui résume parfaitement cette mini-série quoi. Donc pourquoi je dis mini-série? Parce que passer les 6 épisodes, bah, c'est définitivement terminé, et ça aussi d'ailleurs c'est plaisant, quand on sait se limiter pour aller à l'essentiel. Donc sachant que Peter Berg réalisait l'intégralité de la série pour une parfaite continuité de tonalité, et puis surtout, bon, le scénariste du truc, c'était un de ceux qui avait quand même œuvré sur The Revenant, voilà. Mais American Primeval, c'est effectivement violent à souhait, mais pas dans un esprit cool, hein, voilà. On n'est pas là pour faire du fun, mais vraiment dépeindre l'horreur de cette époque. Alors déjà, il y a très peu de temps mort, voilà, entre les multiples intrigues notamment, et surtout c'est une série qui n'envisage de prendre jamais vraiment position ni faire de compromis. Donc si vous voulez prendre un shot intense d'enfer au pays des cow-boys et des indiens, dans une atmosphère vraiment sombre, voire limite crépusculaire, c'est le rendez-vous idéal qui avait été proposé en 2025. 7e position, The Pitt, donc une des séries coup de poing de cette année 2025 de HBO Max, bien au-delà à mon sens de celles qu'ils vendent à travers de grosses franchises, comme on a pu le voir notamment dans le flop série, qui ici va suivre en temps réel une journée de travail au cœur d'un service interne de l'hôpital de Pittsburgh. Et donc bah, quand je dis en temps réel, c'est que oui, le but c'est un petit peu de s'articuler sur le même principe que la série 24 heures chrono, mais à l'hosto.
Donc voilà, exit les histoires ultra romancées façon Docteur Mamour de Grey's Anatomy où on tombe dans du médical poudre aux yeux, perdu dans les dramas entre internes qui interchangent leurs conjoints à chaque nouvelle saison. Hein. Non, ici, on n'a pas le temps, quoi. Le but, il est simple, c'est dépeindre un portrait sociologique d'un monde hospitalier qui est déjà à bout de souffle, mais ici, en plus, finalement, tout va mal. Et alors, j'aime autant vous dire qu'il faut s'accrocher parce que c'est effectivement un portrait particulièrement dur, voilà, avec des horreurs à découvrir en permanence. Voilà, pour celui qui n'est pas friand de la vue du sang, c'est clairement pas l'éclate, comme c'est le cas pour moi. Mais voilà, ça fait partie du jeu et de l'immersion pour comprendre à quel point le monde médical, donc au-delà de la zénitude dont ils ont tendance à faire preuve, malgré des gens pas toujours courtois auxquels ils auraient affaire, surtout quand on veut se faire guérir, et donc comprendre à quel point effectivement ces gens doivent s'armer d'une grosse carapace psychologique, donc au-delà de l'effet d'adrénaline qui peut les atteindre justement dans leur rythme de travail ahurissant, quoi. Et effectivement, quand tu te rends compte ce qu'ils encaissent, mais ça n'exclut pas pour autant de rentrer un petit peu justement dans leur passé, leurs états d'âme et compagnie, qu'est-ce qui justement les fragilise émotionnellement. Donc ça vraiment c'est énorme ce qu'ils ont réussi à faire à travers cette série et à travers notamment tous les personnages, parce que tous ont un petit peu des choses à raconter. Et au final, je trouve que c'est le reflet parfait dont le monde médical avait besoin quand justement il passe par la case destructrice de la bureaucratie et du lobbying de gens sans scrupules, quoi. Voilà, pour moi cette série c'est une piqûre de rappel de ce qu'est ce monde et ô combien il est essentiel. Alors bien sûr, comme je disais, elle trouve le parfait équilibre pour savoir à travers les 15 heures de programme nous présenter quand même les personnages et générer la tâche nécessaire, notamment sur le dernier épisode qui fait un petit peu un bilan de tout ça. Et je le cache pas, c'est une série assez éreintante de par son rythme. Donc soyez préparés, mais franchement, ça vaut carrément le coup. Donc en 6e position, également pour le compte de HBO Max, Task, donc là aussi un programme qui est sorti un petit peu dans la discrétion, mais qui mérite tellement plus de notoriété, notamment pour sa sincérité. Donc Task qui va raconter comment un petit groupe d'éboueurs va planifier de braquer une maison appartenant à un gang de motards faisant du trafic de drogue, auquel notamment le frère d'un des éboueurs appartenait. Et sachant que le gang est soupçonné de l'avoir tué justement, ce frangin. Mais bon, le braquage va tourner au vinaigre avec donc plusieurs morts et surtout avec un gamin sur les bras pour les éboueurs. Dès lors, une équipe va être mise en place pour enquêter sur l'affaire, mais bon, les choses ne vont hélas pas être aussi simples. Et ce qui est très fort dans cette série, c'est qu'elle va donc se complexifier naturellement en s'articulant autour de l'intrigue policière, mais aussi celle des braqueurs et celle des motards, donc amenant effectivement un niveau de suspense et surtout de tension très palpable. Mais comme je le disais, la force de Task, elle réside avant tout dans sa sincérité et sa charge émotionnelle, voilà, qui n'est clairement pas négligeable, parce que tous les personnages sont pris en compte et ont plus ou moins quelque chose à raconter, malgré la tension qui traverse la série. Il s'en dégagerait presque un côté Jeff Nichols de cette série, quoi. Donc le tout en plus avec une ambition de remettre en cause parfois le manichéisme facile, mais voilà, c'est avant tout une série sur la rédemption, et d'ailleurs la foi prend une place très 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 importante. Et alors j'avoue que j'ai beau ne pas supporter Mark Ruffalo en tant que personne, en tant qu'acteur, quand il est bien dirigé et sur des projets sérieux et intelligents, c'est tout de suite plus pareil. Et là il en fait la démonstration. Donc série saisissante avec un début, un milieu et une fin, et c'est très bien. 5e position, donc à l'heure où on a par exemple Netflix et compagnie qui passent leur temps à faire du swapping en tout genre, à des fins idéologiques, et t'as Paramount qui a décidé de porter ses balls et qui dit non, nous on persiste à vouloir faire des séries avec des personnages à l'ancienne, voilà, donc des personnages forts, avec notamment ici une guerre de gangs mafieux. Et ça donne Mobland. Donc une série coup de poing qui nous plonge vraiment dans une situation particulièrement tendue avec beaucoup de remises en question, notamment au cœur donc, de la famille du personnage de Pierce Brosnan. Alors Pierce Brosnan qui d'ailleurs est excellent, et où chacun va essayer d'explorer toutes les options possibles pour briller, quitte d'ailleurs à devoir jouer de trahison au sein même du cocon familial. Voilà, et donc c'est aussi une série particulièrement violente, mais alors attention, plus suggérée, voilà.
mais elle en demeure pas moins efficace. Tous les personnages ont quelque chose là aussi à raconter, même les femmes, elles essaient un petit peu de tirer leur épingle du jeu dans un monde qui est quand même très patriarcal et macho, hein, et notamment Hélène Mirren que tu prends plaisir, mais vraiment un plaisir immense à détester. Et puis surtout, là où on espérait enfin le grand retour aux affaires de Tom Hardy avec Havok ou Ravage en français sur Netflix, mais qui pour moi a été un rendez-vous un peu manqué, là il brille enfin du charisme qu'on lui vantait autrefois, quoi. Et ça fait super plaisir. Alors il y a effectivement une petite baisse de rythme qui se fait sentir à un moment dans la saison. Puisque bon, ce sera pas un coup d'essai, la série a été reconduite pour une saison 2, et vu ce qui est dépeint justement à la fin, ça se comprend. Mais j'ai envie de dire que c'est une petite baisse de rythme utile pour bien contextualiser l'ensemble, notamment à travers les très bons personnages et enjeux, et faire monter la sauce. Et puis surtout, la force de Mobland, c'est aussi de faire en sorte que, même si tu suis essentiellement la famille de Pierce Brosnan, elle ne choisit pas la facilité d'en faire pour autant les gentils. Voilà, c'est un univers d'enfoirés avant toute chose. 4e du classement, Pluribus, donc la nouvelle bombe de Vince Gilligan, donc le papa de Better Call Saul et Breaking Bad, mais cette fois pour le compte de Apple TV+, donc voilà, encore eux. Alors pardon d'ailleurs, je rectifie puisque c'est plus Apple TV+, mais Apple TV. Donc déjà de base, Vince Gilligan et Apple TV, combo gagnant, mais alors comment ne pas être enthousiasmé un peu plus quand le bonhomme t'explique qu'il envisage d'aborder une thématique très science-fictionnelle, mais toujours avec sa vision et son style renommé, hein, donc très terre à terre. Donc pure revisite de l'invasion des profanateurs, mais où il est question finalement ici de rendre l'humanité meilleure et heureuse, hein. Et t'as vraiment le sentiment, alors au-delà du fait que ça a été filmé dans le même coin que Breaking Bad et Better Call Saul, que ça pourrait avoir lieu dans le même univers que ces précédentes séries. Et évidemment, c'est pas pour me déplaire, hein, parce que c'est formellement top, voilà, c'est bien écrit globalement. Et puis là où le rythme particulièrement lent de Gilligan sait faire des merveilles quand n'importe quel autre showrunner se pèterait la tronche, on sait que ce n'est qu'une mise en place, cette première saison, en vue de faire de grosses choses derrière. Maintenant, contrairement à beaucoup, qui la voient un petit peu comme la série de l'année, il y a quand même des choses qui, moi, m'ont freiné. Déjà parce que j'ai d'autres séries qui ont été au-dessus, vu de ma fenêtre, et ensuite parce que la série révèle une approche qui, moi, me pose problème, mais c'est vraiment personnel. À savoir qu'elle repose essentiellement sur un personnage, donc celui de Carol, qui est un véritable remède au bonheur, quoi. À vrai dire, elle est détestable, quoi. Et même quand la série essaie un tant soit peu de justifier sa nature pas sympathique, elle reste détestable. Sauf que moi, j'ai quelques petits soucis, en général, avec les personnages pas sympas, et avec très peu de nuances, parce que c'est le cas ici. C'est que j'aime bien les détester, mais quand on nous apporte un certain équilibre par peut-être un autre personnage, au moins aussi important, mais qui est beaucoup plus attachant. Sauf que la série repose vraiment sur Carol. Donc parfois, moi, ça peut me faire perdre un petit peu pied, même si oui, au bout d'un moment, elle évolue quand même un petit peu. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, toi, t'aimerais bien suivre un peu plus, par exemple, le personnage du milliardaire indien qui se tape sa best life là, en se faisant des remakes de la partie de poker de Casino Royale avant de finir dans un jacuzzi avec 10 gonzesses. Mais au-delà de ces petits soucis, je trouve effectivement génial le dilemme perpétuel qu'impose la série autour de l'idée de croire que les humains contaminés sont persuadés que leur dessein est de sauver ceux qui ne sont pas dans leur rang, comme c'est le cas de Carol, et que Carol, à l'inverse, est persuadée du même dessein au regard des contaminés, à savoir de sauver du bonheur cette humanité au nom de l'individualité, qui fait partie quand même d'un de ses traits de caractère essentiels à elle, quoi. En tout cas, très hâte de découvrir quand même la suite, voilà, en espérant ne pas avoir à attendre trop longtemps, évidemment. Alors, la médaille de bronze reviendra à Severance, donc avec ici la saison 2. Alors, vous savez logiquement que j'ai un gros faible pour cette série. Voilà, la saison 1 avait été vraiment mon numéro 1 il y a 2 ans. Et j'avoue que je l'avais attendu longtemps, voilà, le retour de ce gros casse-tête psychologique absolument fou. Mais quand même avec la crainte que la puissance du sujet ne tienne pas la route sur la longueur, ou que ça finisse par se perdre dans un grand foutoir devenu incompréhensible au point de perdre pied. Surtout quand en plus la série a été confrontée quand même au problème de la grève des scénaristes à Hollywood.
Et puis surtout, là où c'est casse-gueule, c'est sur de tels sujets et avec les ambitions de départ. Et plus encore, quand tu as suscité autant d'enthousiasme chez tes spectateurs, quoi. Donc rappelez-vous, hein, on est encore chez Apple TV, donc série toujours prise en charge par Ben Stiller, et je dois bien avouer que j'ai quand même eu peur quand j'ai commencé à regarder, parce que la série a su rebondir assez bien dès le départ pour faire redescendre finalement le soufflet du dernier épisode de la saison 1, où tu te disais mais la situation elle va devenir infernale si on poursuit comme ça. Et ça joue finalement d'intelligence et de finesse dans le scénario pour repartir dans le ton de départ, mais avec des personnages qui ne sont plus dupes sur leurs conditions et qui vont essayer d'en tirer profit, voire renverser la vapeur. Mais là où j'avais plus de crainte, c'est que la saison 1 était complexe, voilà. Certes, mais ça passait parce qu'elle reposait avant tout sur un concept complexe. Sauf que là, ça l'est tout autant, mais ça table également dans le compliqué. Et là, j'ai eu peur que la saison nous perde. Mais à vrai dire, si, bon, effectivement, on a un peu cette impression parfois, avec le recul, on comprend que cette complication, c'est un petit peu la suite parfaitement logique qui découle de tout ça. Et d'ailleurs, quand on parvient à remettre tout en ordre, là, le génie du scénario, il opère, et ça devient vraiment brillant. Le seul point sur lequel je doute encore, c'est sur les motivations de l'entreprise Kyr, notamment autour de la femme du héros, et quelle était la véritable fonction des héros dans cette espèce de traitement de macrodonnées sans queue ni tête, hein. Là, je trouve que pour le moment, la confusion demeure autour de ça. Maintenant, est-ce que c'est fait volontairement pour provoquer une zone de flou idéale au développement dans une saison 3 ? À voir. Donc là-dessus, j'attends de voir, mais c'est la raison pour laquelle, effectivement, la série est en 3e position. Après, ce n'est que mon avis, hein, mais pareil, je trouve que la série fait vraiment un bond en avant supplémentaire dans le suspense et le niveau de tension, et surtout sur l'attachement au personnage, qui se veut vraiment beaucoup plus renforcé. Donc voilà, globalement, ça n'aura pas eu l'impact foudroyant de la saison 1, certes, mais le rendez-vous, il est quand même, pour moi, à la hauteur, malgré les petits doutes. Voilà, faut juste croiser les doigts pour que la série sache où elle va, mais par contre sans se perdre en étirant trop sur la longueur ses idées, quoi. Attention, on arrive à la 2e position avec Chief of War, donc énorme coup de massue hawaïenne dans la tronche, hein, proposé une fois encore par Apple TV, et oui. Et puis surtout avec un retour aux affaires de Jason Momoa, hein, qui alors passe d'un extrême comme Minecraft, donc pas le meilleur extrême, vous aurez compris, à l'autre via Chief of War. Donc série qui va nous propulser à la fin du XVIIIe siècle, où le royaume des îles hawaïennes s'apprête à essuyer une guerre de clans en retraçant l'histoire de Kayana, qui est un guerrier qui s'opposera au roi du milieu, donc roi qui aspire à asseoir sa domination par une conquête sanguinaire. Mais alors que la guerre se prépare, entreront également en ligne de compte donc, certaines communautés marchandes de peuples blancs qui aspirent aussi à profiter des richesses locales pour le commerce. Et là, je vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre que de vous jeter dessus, quoi. Voilà. Parce que cette série mérite largement son succès à travers le monde, puisqu'elle est effectivement l'une des séries qui a le plus cartonné sur la plateforme de streaming. Et il y a de quoi, voilà. Donc on parle quand même d'un budget colossal de plus de 300 millions de dollars, mais quand tu vois comment ça a été dépensé, tu comprends tout de suite, quoi. Car ils ont essayé de tout faire, ou presque, en réel, donc à l'exception de 2-3 choses qui ont vraiment requis du numérique, mais alors bon, ça se voit très peu. Et tout le reste a servi dans le cadre d'une reconstitution parfaite de l'époque, en profitant le plus possible du local, voilà, que ce soit en termes de paysage et de décor, mais aussi d'acteurs, puisque tous, tous sont, et même les gros acteurs qu'on reconnaît rapidement, ce sont des locaux, voilà. Ils sont tous originaires de ces secteurs hawaïens, quoi. Que ce soit évidemment Jason Momoa, Cliff Curtis, Lucena Buchanan, mais également Temuera Morrison, qui enfin retrouve un rôle digne de lui, quoi, et j'en passe. Et surtout, on use de la langue locale. Ça, c'est extraordinaire. Parce qu'en termes d'immersion, tu peux pas faire plus, quoi. Donc on baigne littéralement dans cette époque, jusqu'à ces costumes magnifiques avec des plumes là, et surtout c'est sans filet, quoi, la puissance du show, d'autant que les premiers épisodes mettent le paquet, mais dans tous les sens du terme, que ce soit à travers le charisme des acteurs, et bon, Jason Momoa en tête, hein, mais Temuera Morrison, il est franchement très 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 bon, je vous assure, hein. Mais aussi en termes de violence graphique.
mais ça se bastonne sans retenue et c'est juste ahurissant. Alors certains trouveraient que le soufflet retombe aussi sec passé les 2 premiers épisodes, mais c'est tout à fait normal. Parce que tu ne peux pas mettre en place une guerre sans tout ce que ça implique de préparation et de stratégie, qui forcément ont un rythme beaucoup plus soutenu. D'autant que les intrigues sont quand même multiples, et les enjeux tout pareil. Et déjà, mais c'est jamais chiant quoi, et en plus, c'est toujours aussi beau à regarder et à découvrir. Voilà, ce monde indigène aux rites et aux croyances mystiques hors du commun. Et puis ce final, qui n'a pas besoin de rentrer vraiment dans l'excès d'un affrontement à la Seigneur des Anneaux, avec des milliers de protagonistes qui se foutent sur la gueule, hein. Non, juste l'efficacité réside dans 2 peuples, mais qui donnent tout pour que tu vraiment jubiles devant le spectacle charcutier qui t'est proposé, quoi. Alors on attend toujours la confirmation de la saison 2, mais ça ne saurait tarder. Mais si elle se fait, effectivement, je serai sans hésiter au rendez-vous. Et donc, en pole position, donc la médaille d'or, encore et toujours Apple TV avec The Studio. Donc, bah oui, hein, quand tu es fan de cinéma, et vu ma chaîne, je pense que j'ai pas besoin de justifier que c'est mon cas, je crois, eh bien, difficile de ne pas voir cette série comme un véritable coup de cœur, qui va donc nous plonger au sein d'un studio de production. Et alors, cette série, elle est tellement le reflet d'Hollywood et surtout du cinéma qu'on a aujourd'hui. Donc, un pur révélateur, notamment quand il est question de devoir développer un film sur un soda, hein, entre les ambitions à la Scorsese des uns et les décisions de faire du blockbuster calibré des autres. Voilà, t'as vraiment l'impression de voir la genèse du film Barbie et de tout ce qui se fait de pire au sein des mêmes studios, quoi. Et donc bah forcément avec cette guerre entre ceux qui aspirent encore à l'art et ceux qui ne voient les films que par le profit qu'on peut en tirer. Donc une série où chaque épisode va aborder sa petite thématique dénonciatrice des travers hollywoodiens, donc à travers une tétrachie de caméos, mais par contre des caméos utiles, mais surtout avec une mise en forme et une mise en scène magnifique et à un rythme assez dingue, parce que, et ça c'est le petit plus de la série, ça va tellement à fond la caisse et avec des personnages d'une énergie folle pour montrer que le cinéma est aussi donc un monde sous tension perpétuelle, parce que bah, le cinéma c'est de l'argent et le temps aussi c'est de l'argent, donc les épisodes ne sont pas très longs et sans temps mort. Donc ça c'est plutôt génial à l'heure où on a vu l'évolution des séries qui sont passées d'épisodes de 40-45 minutes à presque 1 heure et que maintenant on aspire à la dépasser. Mais pas forcément pour savoir trop quoi raconter et donc forcément en meublant. Là, que nenni, c'est sans temps mort. Et surtout, alors quand je disais que chaque épisode va aborder une thématique dans le processus d'un film, c'est complètement le cas. Notamment jusqu'à celui intitulé Le plan séquence, donc voilà, c'est le nom d'un des épisodes, qui aborde le tournage d'un film où la partie difficile s'avère celle finalement d'un plan séquence que l'équipe ne veut absolument pas foirer, c'est un peu normal, et que tu découvres que l'épisode, lui-même de, on va dire, un petit peu plus de 20 minutes, a été tourné intégralement en plan séquence. Et attention, hein, pas le plan séquence des plus simples, hein. Non, on n'est pas sur de la caméra fixe, hein. Et que dire des épisodes qui abordent les sujets brûlants de l'inclusivité, des tests screening, jusqu'à carrément la consécration d'une remise de prix assez hilarante. Parce que oui, la série, elle est particulièrement comique, on va dire dans sa tonalité d'ensemble, mais même dans ses personnages, qui sont un petit peu des caricatures, hein, jusqu'à cette petite musique jazzy qui vient vraiment apporter de la légèreté à l'ensemble. Donc The Studio, pour moi, c'est vraiment le grand rendez-vous de cette année 2025, voilà, dont le succès et la réputation ont vraiment d'ores et déjà assuré la reconduction avec une saison 2. Et franchement, alors, quand je vois l'ambition frontale de la série, mais j'espère qu'elle sera, alors si ça se fait pas sur la saison 2, peut-être sur une saison 3, si elle voit le jour, mais j'espère qu'elle abordera en thématique principale donc un sujet comme celui de la grosse actu du moment à Hollywood, à savoir le gros micmac autour du rachat de Warner avec Paramount et Netflix, qui se disputent le bout de gras. Voilà, ce serait tellement génial qu'une telle satire rentre dans l'art de ce genre de sujet d'actu, quoi. Bref, voilà, j'en ai fini pour ce top. Et alors, bon, je pense que vous l'avez remarqué, hein, mais c'est vrai que si autrefois, quand on parlait de séries de qualité, on repensait au slogan « It's not TV, it's HBO », désormais, on peut le changer par « It's not TV, it's Apple TV ». Parce que oui, globalement, ils sortent quand même grandement vainqueur de la liste. Et bon, d'un côté, est-ce qu'on va bouder notre plaisir d'avoir effectivement une plateforme qui, pour la 2e année consécutive, sort vainqueur par des programmes de très grosse qualité ?
Je veux dire, quand ça met le pognon sur la table et que ça se ressent, il n'y a même pas de débat à avoir, quoi. Et c'est surtout qu'en contrepartie, par rapport aux autres plateformes de streaming, Apple TV, c'est pas une plateforme qui a beaucoup de déchets dans sa gamelle. Et c'est vrai qu'à l'heure où le cinéma est un petit peu en perte de vitesse et que les plateformes de streaming mettent vraiment le paquet, quitte à devoir un peu plus déserter les salles obscures, je préfère autant que ça soit effectivement pour quelque chose qui sache nous transporter. Bon, d'ailleurs, j'avoue que j'ai pas eu l'occasion effectivement de faire beaucoup de reviews de séries, en tout cas pas autant que je l'aurais voulu, mais c'est vrai que, alors à part pour les gros titres des plateformes majeures et avec une promo assez conséquente, comme c'est le cas pour la plupart des séries qui ont fini dans le flop, c'est difficile de trouver du public pour les reviews de séries. Même si j'aimerais vraiment pouvoir parler plus de séries, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas encore trop démocratisé en tout cas sur YouTube. Mais étant donné que effectivement ça vise à se démocratiser un peu plus, j'aimerais bien en parler effectivement davantage. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par l'idée que je parle plus des séries et de notamment séries un peu moins mainstream. Même si je sais que bon, vous êtes quand même toujours friand des traitements que j'inflige à des séries épisode par épisode, comme par exemple c'est le cas pour les Anneaux de Pouvoir ou du Alien Earth ou même The Acolyte. Hein, ça effectivement c'est des rendez-vous que vous honorez allègrement. Mais voilà, je verrai ce que je peux faire pour la chaîne en conséquence dans le domaine des séries. Alors peut-être autour d'un format particulier, à voir, j'y travaille. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de votre top série de cette année 2025. Peut-être que je vais en découvrir quelques-unes qui sauront susciter mon intérêt et que je vais vouloir rattraper. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part un petit peu de tout ça et de ce que vous pensez de mon top. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour désormais attaquer l'année 2026 dans les meilleures conditions. Allez, bye!